Et donc, on peut finir avec notre 5e et dernier joueur du jour, c'est Tyrese Haliburton. 32 minutes par match pour Haliburton, 69 matchs. Ça aussi, on va en parler, je pense. 69 matchs. 104 de true shooting plus, donc à peine plus 4% d'efficacité relatif à la moyenne. C'est très bien, mais peut-être un peu bas par rapport à ses standards. On va en parler. Sur un usage de basketball référence, donc usage de scoring à peine de 25%. Mais si on prend celui du passing, il est évidemment plus haut. On va flirter avec les 30%, je crois, d'usage de passing. Enfin, passing plus scoring, mais bref. Pour te lancer, on est vraiment sur une saison qui a été marquée par les blessures, mais qui en début de saison était marquée aussi par un très très haut niveau. Ah bah, de toute façon, c'est ce que, enfin, j'en ai parlé dans le DH20 sur le cas Haliburton. Je sais qu'à Dunk Hebdo, le cas Haliburton fait très gros débat. Pour moi, sur la première partie de saison, donc on va dire jusqu'au passage à l'an 2024, donc ça fait quand même 2 mois et demi de saison régulière, on est sur un des 10 meilleurs joueurs NBA d'assez loin. Et d'assez loin, on est sur, peut-être derrière Nikola Jokic et derrière Luka Doncic, on est sur le meilleur moteur offensif de toute la NBA. Et c'est quand même assez intéressant. Parce que, en soi, au niveau du scoring, moi, c'est les quelques réserves que je vais avoir. C'est au niveau du scoring. Je pense qu'en volume de scoring, c'est ce qui lui fait encore défaut. Par contre, en termes de playmaking, en termes de créativité, en termes de propreté, tu vois, tu parlais tout à l'heure du turnover percentage pour dire, bah, un joueur qui fait beaucoup de passes, s'il est à 10%, allez, ça, de turnover percentage, c'est déjà très bien. Tyrese Haliburton, on est sur un des joueurs qui a le plus gros volume de passes. Et il est à 10.3 de turnover percentage. Ouais. Et ce pourcentage de perte de balle a tendance à baisser au fur et à mesure que les années augmentent, enfin que les années avancent. Donc il perd de moins en moins de ballons tout en gardant un haut level de playmaking. Je pense honnêtement qu'on est sur le... Allez, non, il y a Nikola Jokic. On est sur le 2e meilleur créateur pour les autres de toute la NBA, du côté de Tyrese Haliburton. Et ne va pas en Slovénie d'ici les 2 prochaines semaines. C'est vrai qu'il y a Luka Doncic. Non, bah tu as raison en plus. Mais... non, ça peut se débattre. Non, bon, allez. Il y a un top 3 avec Nikola Jokic, Luka Doncic et Tyrese Haliburton. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Mais voilà, on est en tout cas sur l'élite de l'élite en termes de création pour les autres. Après, moi, le point qui m'embête un petit peu, et que j'ai évoqué dans le DH20, au-delà de l'aspect blessure qui a vraiment coupé sa saison en deux, je trouve qu'il y a une évolution dans le jeu de Tyrese Haliburton, dans le jeu offensif, à partir du moment où Buddy Hield se fait trader. Je trouve que la géométrie du parquet était plus du tout la même pour lui. Et je trouve qu'avec l'arrivée de Pascal Siakam, on est arrivé sur un petit peu de post-up. Je l'ai trouvé un peu plus en difficulté, une un peu moins bonne intégration avec Siakam que ce qu'il pouvait avoir avec Buddy Hield, où c'était un scoreur, il sortait d'un écran, il prenait un catch and shoot à 9 mètres. Enfin voilà, je trouve que au niveau de son playmaking, c'était toujours très bon. Mais voilà, je trouve que le trade de Buddy Hield a un peu redéfini les zones du parquet pour lui. Et c'est un point qui m'embête un petit peu. Au-delà de la perte d'efficacité qu'il a pu avoir cette année comparé à ce qu'il avait l'année précédente, mais là aussi, je pense qu'on va en parler quand on va évoquer le facteur blessure et le fait que il fallait 65 matchs pour être éligible au All-NBA et du coup Tyrese Haliburton, voulant être éligible au All-NBA, a joué blessé. Alors il y en a qui vont considérer que ça n'est pas une excuse, hein. S'il était blessé, fallait pas jouer. Mais il y a des matchs où il joue 20 minutes tout pile pour dire bon ok j'ai joué, mais c'était vraiment l'ombre de lui-même et du coup ça vient pénaliser son efficacité au global sur la saison. Après, il y a tellement de choses à dire sur cette saison des Pacers et d'Haliburton, parce qu'il y a ce côté blessure, comme tu dis, en plus l'aspect de première année avec le nouvel accord, le nouveau CBA, on a cette limite des matchs, donc on est obligé d'y aller. Mais alors pourquoi aussi ? On n'a pas expliqué, mais parce que en fait, s'il fait partie d'une All-NBA ou qu'il y a un nombre de matchs, il y a des primes en plus, hein. Et les primes, on parle de un contrat qui peut augmenter de 30, 40, 50 millions, je crois, en termes de... C'est 5% d'augmentation annuelle par rapport à ce qu'il avait à avoir. Ouais. Et 5%, c'est quand vous êtes payé 40 millions l'année. Bon, vous faites le calcul chez vous si vous voulez. Non, voilà, il y a quand même des très grosses sommes à la clé. Donc ça a sans doute un peu poussé à ça. Mais c'est marrant parce qu'entre avant et après cette blessure, on a le début de saison qui est formidable, avec en plus la finale de la Coupe de la Ligue. Là. Ils vont en finale de la Coupe de la Ligue contre les Lakers. Et après, on a aussi les finales de conférence. Alors, même là, on peut quand même mettre la nuance de il y a quand même les blessures. Ils ont affronté deux adversaires qui sont blessés, hein, les Bucks et les Knicks. C'était pas les vraies équipes qu'on a vues. Bon, ok, il y a ça aussi, mais je veux dire, voilà, c'est une saison où ça part un peu dans tous les sens en termes de qu'est-ce qu'il y a à raconter, en termes de match, même en termes de lui par son prisme individuel. Voilà, tu dis aussi, comme tu as dit, on comprend pourquoi il a fait, mais de facto, quand on évalue la performance, quelles que soient les raisons, on évalue ce qui s'est passé. Oui. Et c'est vrai qu'on a aussi
peut-être ce petit malus, hein, on verra comment est-ce qu'on le pénalise, peut-être légèrement par rapport à certains ou d'autres, mais il y a peut-être ce truc de il a été un peu moins bon, et c'est marrant parce qu'on est à un mec qui est à plus 4% d'efficacité par rapport à la moyenne, et c'est son pire score en carrière, je crois, ou un de ses pires, alors que ça a toujours été un mec hyper... sauf depuis la saison rookie, évidemment. Sa saison rookie, il était un peu moins bon, mais encore, même là, il était bon, comparé aux autres rookies. Mais c'est, voilà, 36% à 3 points, alors qu'on sait qu'en carrière, on est plutôt un mec qui est à 41, en dehors de cette saison, sur des gros volumes. Donc, il y a ça aussi. Tu vois, on parle beaucoup de la blessure qui peut ralentir sur le drive et autres, mais par rapport au rythme de jump shot aussi, parfois on sous-estime un peu ça. Mais au niveau des drives d'ailleurs, tu vois, malgré ça, il est quand même 6e meilleur driver de NBA cette année. Parmi les drivers à gros volume, 6e meilleure efficacité de toute la NBA. Pourquoi ? Alors qu'en plus, il le fait sans aller chercher dans ses francs. Bah, c'est parce que le rythme, c'est parce que le toucher de balle, le flotteur, etc., la vivacité. Donc il y a ça. Il y a quand même tellement de choses à aimer. Et je pense qu'en un sens, pour moi, on retombe un peu sur le débat Gobert. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc de est-ce qu'on évalue l'impact ou est-ce qu'on évalue le niveau de skills, tu vois, non mais Gobert, comment vous pouvez mettre Gobert devant, je sais pas, je dis n'importe quoi, devant un créateur, devant Irving par exemple, je crois qu'on a fait ça dans le classement actuellement. Oui, mais alors qu'il sait faire plus de choses, Irving. D'accord, mais ça c'est dans le prisme des skills. Par contre, quel est le résultat final sur l'équipe ? Si Gobert, tu vois, si Irving il te fait améliorer ton attaque de 4 points par 100 possessions et que en fait Gobert il te fait aussi améliorer ta défense de 8 points par 100 possessions, voilà, le but du basket c'est de créer ce différentiel. Donc pourquoi je dis ça, c'est que pour moi, c'est pas un malus, forcément, en tout cas, ce manque de scoring pour Haliburton. Si derrière, en tout cas, c'est pas impossible qu'on ait un mec qui ait moins de volume au scoring, mais qui puisse avoir un impact plus grand que quelqu'un qui score plus, mais qui a moins de playmaking. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a peut-être moi, j'aimerais bien qu'il force un peu plus sur le volume au scoring, mais pour moi, c'est pas impossible, comme tu dis, d'être un top 10 sans avoir ce volume de 30 points par match. Mais parce qu'en fait, il faut aussi mesurer non pas son propre impact, ses points par match, mais à quel point il fait vivre l'équipe. Et donc aussi à quel point, c'est pas au-delà du passing même, mais à quel point c'est pas le moteur de l'attaque d'une... Je crois que c'est la meilleure attaque de NBA, non ? Pas loin ? C'était Boston, la meilleure attaque. Donc la deuxième, ouais. Donc... ouais, deuxième. Mais tu vois, c'est sur ce point-là où je serais peut-être où je te rejoins pas complètement, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que tu peux quantifier être le moteur d'une attaque, hein. C'est pour ça que voilà, Steve Nash n'était pas un énorme scoreur, mais par contre c'était le moteur de l'attaque des Suns à l'époque. Mais je sais pas, tu vois, sur les playoffs, je sais que ça a pas mal marqué certaines personnes. Pour moi, on n'est pas forcément dans être le moteur de l'attaque, on est plus dans une certaine passivité. Moi, c'est un truc qui m'a un petit peu embêté, qu'on n'avait pas trop vu en saison régulière. Et justement, ce qui était intéressant sur le début de la saison régulière, avant sa blessure, c'est qu'il avait augmenté son volume au scoring. C'est-à-dire qu'on était sur un joueur qui était alors très efficace en plus, hein, parce que Tyrese Haliburton, en termes d'efficacité sur pull-up à 3 points, on est quasiment à 40% chaque année. Sauf là, du coup, ça a baissé, mais en début de saison, on était toujours à 40%. Et c'est un joueur voilà, qui était à 13 assists et 25 points par match. Donc, il y avait cette augmentation de volume en termes de scoring, tout en gardant un très très haut volume en termes de playmaking, sans avoir un temps de jeu qui était délirant non plus, hein. On était sur 34 minutes par match, donc c'est dans la tranche basse, on va dire, de temps de jeu des superstars. Par contre, en playoff, ouais, je trouve que il y a trop eu de situations de passivité. Pour moi, les playoffs de Tyrese Haliburton sont pas forcément positifs, malgré la finalité pour Indiana qui est une finale de conférence. Je trouve qu'il y a beaucoup de matchs où il s'est un peu effacé. Tu vois, par exemple, je vais prendre la série face aux Knicks. Il y a des matchs où Tyrese Haliburton, fin de première mi-temps, il est à 22 points. Tu te dis, super, on a Tyrese Haliburton qui est hyper agressif, qui tente beaucoup de choses au scoring, qui est un petit peu créateur, et dans une attaque d'Indiana qui n'a pas toujours été facile et qui a beaucoup reposé sur la capacité de dominer de Pascal Siakam sur du post-up, c'est intéressant. Par contre, tu regardes, deuxième mi-temps, il va tenter 5 tirs, il va tenter 4 tirs. Donc je trouve que il était un peu sur courant alternatif et que pour moi, il devait faire attention justement sur cette optique de playoffs, ce qu'il n'avait pas trop fait en saison régulière, de pas tomber dans un peu de passivité. Et je trouve qu'il y a eu quelques situations en playoffs où il était plus passif que vraiment le moteur de l'attaque et un petit peu distributeur. Mais c'est aussi mon point. Je voulais juste parler de la théorie de... Pour moi, c'est pas une limite de pas être... Tu vois, pour moi, le haut du classement, c'est pas forcément des mecs à 35 points par match, grosso modo. Ouais. Et tu vois, Chris Paul a flirté avec le top 5 NBA pendant assez longtemps.
alors qu'il avait un volume de scoring qui était moins grand que d'autres. Mais parce qu'il y a cet impact en plus du playmaking, de faire tourner l'attaque. Donc, moi, c'est la théorie générale, on va dire. Après, sur le cas précis donc de Haliburton cette année, je sais pas à quel point c'est lui. Alors, c'est beaucoup lui, hein, mais à quel point il n'y a pas aussi une question de système, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas affaire à une attaque de demi-terrain qui serait totalement héliocentrique autour de lui, et c'est un peu lui qui décide de tout. Je pense que la force aussi de ces Pacers, c'était un système plus global, notamment le jeu de transition, qui certes, lui, il l'aide à le faire vivre, mais il y a aussi le personnel autour. Le jeu, le rythme, plus généralement qui est mis même sur demi-terrain, je veux dire, il y a plein de très bons systèmes, etc. Très bons systèmes, je veux dire, des systèmes assez simples, hein, c'est juste de l'optimisation, je sais pas, Siakam qui remonte la balle sur le côté, sur l'aile, qui fait une pistol action, donc juste un écran, et qui hop, il enchaîne sur un drive, voilà, des trucs assez simples, mais avec du rythme, du mouvement, et c'est ça le secret. Et donc, en un sens, j'ai envie de me dire à quel point c'est lui, ou à quel point c'est pas aussi un peu le système et tout ce qui est un peu autour. Et donc, tu vois, de ce point de vue-là, je trouve que lui est peut-être un peu moins le truc qui transcende un peu tout. Comme, je sais pas, tu prends James Harden à l'époque, ou voilà, Luka Doncic cette année, le système, c'est lui complètement. Je trouve qu'avec Haliburton, on a un très bon moteur d'attaque, mais c'est pas que lui. Et bon, les chiffres sont un peu à nuancer, tu vois, mais les on-off, les fameux on-off, bah, c'est pas parole d'évangile, mais donc avec ou sans lui, les on-off, bah, il a quand même des scores positifs, mais on voit quand même qu'avec McConnell, bah, ça fonctionne très bien. Et bon, McConnell est un top backup, on est d'accord, mais c'est juste aussi qu'on voit que bah, quand il est pas là, ça fonctionne pas aussi bien, d'accord ? Mais ça tourne pas mal, quoi. Ça tourne pas mal parce que la force, c'est aussi le système. Donc, de ce point de vue-là aussi, j'ai un peu ce truc où je serais peut-être un peu plus bas que peut-être la moyenne, ou que certains qui disent que tout est Haliburton dans ce système. Je pense que non, je pense que la force, c'est justement le collectif et comment est-ce qu'il est mis en place, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui magnifie une attaque qui est déjà très bonne. Là où tu as des joueurs, par exemple, je sais pas si on parle de... Tiens, parlons de Anthony Edwards, dont t'as pas encore parlé dans la syllabe, mais c'est un joueur qui, bah, en efficacité est pas top, mais aussi parce que t'as énormément de profils offensifs. C'est-à-dire que c'est le moteur offensif d'une équipe très défensive. Là où Tyrese Haliburton, c'est le moteur offensif d'une équipe très offensive. Donc, ça peut effectivement le rendre, entre guillemets, un peu moins valuable parce que, comme tu l'as dit, t'as des profils qui sont capables de suppléer le rôle de Tyrese Haliburton. T'as Andrew Nembhard sur la campagne de playoff, t'as Pascal Siakam sur la campagne de playoff, t'as TJ McConnell lorsque Haliburton est blessé, là où du côté de Minnesota, eh ben en fait, t'as pas ce profil-là qui est réellement capable de prendre la charge que pouvait prendre Anthony Edwards parce que t'as des profils très défensifs autour de lui. Donc ouais, je suis d'accord, je pense que c'est un joueur qui magnifie le système offensif d'Indiana, qui magnifie les systèmes offensifs de Rick Carlisle, qui est un joueur qui à l'instar de ce que pouvait être Ja Morant par exemple aussi, est un joueur qui crée de la transition, et ça c'est extrêmement valuable parce que l'une des actions les plus rémunératrices au basket, enfin l'un des types d'actions les plus rémunérateurs au basket, c'est le jeu de transition, et justement le playmaking et un petit peu les passes cross-courtes de Tyrese Haliburton. Je prends le rebond et je fais instantanément la passe au joueur qui part déjà en transition. Ça c'est extrêmement valuable et ça a beaucoup aidé Indiana à faire une équipe qui joue beaucoup de transition et une équipe qui joue un jeu offensif très valuable. Par contre, je suis d'accord que le système le système offensif, l'identité offensive des Pacers ne naît pas uniquement que des qualités de Tyrese Haliburton. C'est ça, ouais. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, et c'est là-dessus que voilà, c'est un peu, le cas est compliqué au-delà de ça, parce que c'est pas aussi simple que voilà, Luka Doncic, c'est lui. Avec, sans lui, on voit la différence énorme. Et je pense que c'est peut-être un peu plus un tout. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que, tu vois, j'ai parlé un peu des on-off, mais on a vu que l'impact en playoff, par contre, était différent. Et que bah, le niveau de performance de l'équipe sans Haliburton, comparé à avec, on n'était pas du tout pareil. Et en effet, en playoff, le niveau monte, les défenses se resserrent, etc. Bah ouais, l'équipe était quand même bien meilleure avec Haliburton que sans, en fait. Contrairement à la saison régulière où le différentiel était peut-être un peu plus petit. Donc voilà, on a aussi cet effet-là où, bah ouais, là tu le vois, l'écart entre Haliburton, la star, et McConnell qui fait gérer la boutique, hein, grosso modo. Mais il n'y a pas la création, il n'y a pas le volume, voilà, plein de choses. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de Haliburton. Ça, c'est bien parce que ça change un peu de l'an dernier où on a fait que du ultra positif. Je crois on avait fait avec Benjamin Moubèche, mais là c'est vrai que il y a plein de choses à dire. Mais peut-être
Un dernier truc sur le registre offensif d'Haliburton, justement en playoff, là où je trouvais qu'il est tombé un petit peu dans la caricature. C'est-à-dire que bon, c'est un joueur qui va assez peu au cercle en termes de tirs tentés. Il était à 22% de tirs tentés près du cercle cette saison, en saison régulière. En playoff, c'est tombé à 16%. On était surtout sur un joueur qui tentait 60% de ses tirs qui étaient des tirs à 3 points, pas dans les corners, donc vraiment above the break. 6 tirs sur 10, c'était un tir à 3 points above the break en playoff de Tyrese Haliburton. On est sur un échantillon qui forcément est plus bas que la saison régulière. On est quand même sur plus de 500 minutes. Donc ouais, moi c'est un truc où je l'ai trouvé un peu caricatural et là aussi beaucoup de passivité. Alors c'est peut-être lié à de la blessure, mais l'impossibilité à accéder aux zones auxquelles il pouvait accéder en saison régulière est un petit peu tombé dans du tir par défaut, à savoir je vais tenter mon side step ou mon step back à 3 points. Je trouve que sur ce point-là, au niveau du playmaking, il y a eu une baisse, mais c'était encore très bon. Au niveau du scoring et surtout au niveau de dans quelle zone je vais tenter mes tirs, je l'ai trouvé un petit peu caricatural comparé à ce qu'il a pu être, encore une fois, sur la première partie de saison avant sa blessure. Donc voilà pour Haliburton. Et donc, si on va vers le classement, où est-ce qu'on l'imagine? Déjà, au-dessus de Sabonis, on est d'accord. Oui. Mais alors, jusqu'où on va monter? Toi, du coup, t'es pas très... Je pense que tu seras peut-être un peu plus bas que moi. Moi, je le mettrais devant Booker. Non, tu sais quoi, je vais respecter ce que j'ai dit dans mon DH20. Je le mets entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Ouais, j'étais par là aussi. J'étais par là. Je me posais la question d'à quel point on peut pas le faire monter. Parce que, voilà, comme dit, on a dit plein de nuances, mais c'est des nuances par rapport à un niveau de jeu qui est extrêmement bon. Donc on a l'impression qu'on a dit beaucoup de négatifs, mais en fait, c'est des micro-nuances par rapport à un truc qui part de très haut. Voilà, on est d'accord. Bien sûr. Par rapport à Mitchell, je me posais la question un peu, est-ce que peut pas y avoir un petit duel Mitchell-Booker? Tu vois, il y a un peu cet aspect comme j'expliquais, Booker-Mitchell, ça va être un peu plus de scoring et de volume, mais à quel point le côté playmaking, le côté plus général de Haliburton, ça peut pas. Je sais pas, on va dire qu'une grande saison d'Haliburton, pour moi, peut titiller un Booker. Peut-être que si on applique le malus de la saison est pas top, l'efficacité elle est bien moins que d'habitude, il y a des matchs où il était pas trop là, ou je sais pas, on peut le laisser derrière Mitchell du coup. En fait, ce que tu vois, tu parlais justement, je pouvais aussi l'appliquer, mon exemple d'Anthony Edwards, je pouvais aussi l'appliquer à Donovan Mitchell, c'est-à-dire que le personnel autour de Donovan Mitchell est beaucoup plus défensif que celui de Tyrese Haliburton, et du coup le rendement offensif de Donovan Mitchell est beaucoup plus crucial, on va dire, dans le jeu offensif des Cavs que le rendement offensif de Tyrese Haliburton. Il y a difficilement un joueur du côté des Cavs qui peut suppléer le scoring de Donovan Mitchell, là où les Pacers, il y a des joueurs qui peuvent suppléer Tyrese Haliburton. Après, au niveau du classement, franchement, si Tyrese Haliburton, les 2 mois qu'il nous fait avant sa blessure, si on l'applique sur toute une saison, pour moi, il est même devant Devin Booker. Il est derrière Tatum, derrière Kawhi Leonard, mais il est devant Devin Booker. Je pense aussi, ouais. Là, effectivement, il y a le côté blessure où on est obligé de juger sur pièce. Il a joué, donc on est obligé de juger. Ce qui fait que, de facto, il a été un petit peu pénalisé. Plus, comme je l'ai dit, le côté un petit peu caricatural qu'il a pu avoir en playoff sur la sélection de tir et sur une certaine passivité. Ça fait que, pour cette année, moi, je le garde derrière Donovan Mitchell et au-dessus de Rudy Gobert. Ça me va. Ok, donc mettons-le entre les deux. En plus, il va servir de séparation entre Mitchell et Gobert, comme ça, il n'y aura pas de dispute. La thérapie de couple, ça marche bien. Le peacemaker, quoique il n'est pas gros, donc s'il faut arrêter Gobert et Mitchell... T'inquiète. Mais c'est en plus Tyrese Haliburton qui a un petit côté, le fake trash talking, trash talking, un peu le trash talking à la Kevin Garnett. C'est je parle, mais que quand il y a Rajon Rondo devant moi pour me protéger du joueur adverse, quoi. Il y a un petit côté que j'aime pas trop, moi, le fake trash talk. Les fake no look aussi de Tyrese Haliburton, les fake no look passent. Donc je fais semblant de dire j'ai pas vu, mais je me retourne 4 secondes après la passe. Voilà, c'est les points où je me dis on va peut-être éviter sur ça. Mais c'est vraiment pour pinailler. Bref, pour finir, avant de conclure l'émission, petit quiz évidemment. Petit quiz, et comme si vous le savez pas, Constant est un excellent joueur de quiz, donc là encore, nous sommes le 6 novembre 2023, un quiz est apporté. C'est pas une action marquante, c'est une random assist contre les Spurs, voilà. Random assist contre les Spurs, et il n'y a pas Wembanyama. J'ai pris un quiz difficile pour finir cette émission, quiz difficile d'une belle assist contre les Spurs, qui est sur le terrain. Alors, y a-t-il Buddy Hield?
Buddy Hield est sur le terrain. Oui, nous sommes le 6 novembre. Y a-t-il Miles Turner? Oui, tout à fait. Y a-t-il Obi Toppin? Exactement. J'allais dire apparemment ce que fait Ronaldo en carrière, d'après certains sur Twitter, il fait que des topines. Y a-t-il celui qui a été échangé aux Raptors? Y a-t-il Bruce Brown? Non. Y a-t-il un joueur que tu as déjà évoqué dans la syllabe, à savoir Aaron Nesmith? Non. Si, oui, pardon. C'est Nesmith. C'est Nesmith. C'est Neymar. Non, AN, c'est Nesmith, effectivement. Donc, tu as tous les Pacers. Et maintenant, on va s'amuser. Les Spurs. Y a-t-il Jérémy Sohan? Il n'y a pas Swan. Oh là, c'est du garbage time de garbage time, là. Oui. oui. Je sais pas, y a qui Y a-t-il Trey Jones? Tu vois, j'en ai parlé. Il y a Trey Jones, oui. Trey Jones. Après, c'était qui les titulaires? Y a-t-il... C'est quand la date? C'est le 6 novembre. Il y a quelqu'un qui habite à Reims. À Reims? Alors là... il a joué... Champagny, j'ai pas le prénom. Exactement, Champagny, le petit frère Champagny. Et tu dois il y en a un deuxième qui a joué aux Raptors. Ah ouais, bah c'est pas le même. Voilà, non, c'est son frère. Donc, justement, je confonds. Mais lui a été drafté par les Spurs, Champagny des Spurs. Est-ce qu'il y a... Non, du coup, si on est en novembre, Devin Vassell, il est blessé. Non, en tout cas, il est pas sur le terrain. On a quelqu'un qui d'ailleurs a joué beaucoup aux Pacers. Doug McDermott. Exactement, Doug McDermott. Un ancien d'OKC. Y a-t-il Keldon Johnson? Il n'y a pas Keldon Johnson, mais on a quelqu'un qui vient de signer en Europe. Où est-ce qu'il a signé d'ailleurs? Panathinaikos, je crois. Ou Evan Fournier? Non, je sais. Non. Je plaisante. Il a joué aux Cavs, non? Exactement. Cedi Osman? C'est Cedi Osman, oui, tout à fait. Et le dernier, c'est un intérieur. Est-ce que tu connais bien la rotation des Spurs? Il a joué... il y en a deux, de toute façon. Soit il a joué aux Spurs, soit il a joué à Philly. C'est l'un des deux. Est-ce qu'il a joué à Philly? Oui, je crois, oui. Il a un nom de chien. Charles Basset? Exactement. Ouais, voilà, c'est ce. Charles Basset. J'hésitais entre Charles Basset et c'est Mamou Kelashvili, je crois, celui qui avait joué aux Bucks. Oui. Celui qui est surnommé Mamou, mais ouais. Ça fait 2 saisons qu'il est aux Spurs, mais il avait débuté aux Bucks, il me semble. Oui, tout à fait, oui. Il était aux Bucks avant ça. Oui, c'est Charles Basset. Vraiment le garbage time. Mon objectif dans la vie, c'est que sur Basketball Référence, à terme, il y ait le surnom TéléZ pour Charles Basset. C'est mon prochain objectif. J'espère qu'on va y arriver ensemble. Mais tu sais qu'en plus, les surnoms Basketball Référence, ils prennent de tout et il n'y a pas besoin de référence. Hein. C'est vraiment, il suffit qu'il y ait 2 mecs sur Twitter qui le disent et ça marche, quoi. Donc, Slob Wizard pour Josh Giddey. Voilà, c'est littéralement, c'est John Oliver sur Twitter. Basketball Référence, ils ont fait OK. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va essayer de Charles Basset, aka TéléZ. Hashtag Charles Basset for TéléZ. Lancez le hashtag sur Twitter.